En un peu plus d'un an, la crise a franchi un nouveau palier et s'est étendue sur tout le pays. Dans les campagnes, la situation est alarmante, pire que celle que traversent les villes. Le blé a perdu 50% de sa valeur. La chute spectaculaire des prix agricoles affecte durement les fermiers, dont la production est invendable. Il y a des millions de tonnes de nourriture, mais personne ne peut les acheter. Les paysans qui ne peuvent plus payer leurs dettes sont expulsés de leurs terres et jetés sur les routes. Tout le monde pouvait s'identifier à cette détresse. Les sans-abri, la misère, le chômage, la désintégration des familles ont fait de cette crise une détresse universelle. Les gens cherchaient de nouveaux endroits où aller travailler. Ils traversaient le pays, fuyaient les régions agricoles particulièrement touchées par la crise. Il y avait d'immenses déplacements de fermiers expulsés, quittant l'Ouest, cherchant désespérément un endroit où travailler, même pour un emploi temporaire. Beaucoup de gens ont perdu leurs fermes au début des années 30. Les expulsions des nombreux fermiers devenaient une honte pour le pays. Ils avaient été chassés de leurs terres, soit parce qu'ils la louaient, soit parce qu'ils en étaient les propriétaires, mais qu'ils ne pouvaient plus rembourser leurs traites. Les paysans se battaient avec force pour empêcher les ventes aux enchères des biens de ceux qui avaient été expulsés. Lorsque le juge arrivait pour vendre une ferme, les voisins du fermier la rachetaient pour une somme dérisoire. Il ne laissait personne surenchérir et restituait ensuite la ferme à son propriétaire. Dans les zones rurales, il n'y avait nulle part où aller. Mais la vraie tragédie, l'ironie, stupide, c'était ces fermiers qui préféraient détruire leur production parce qu'ils ne pouvaient pas l'acheminer jusqu'au marché, vu le prix dérisoire qu'on leur proposait. Alors qu'au même moment, des gens n'avaient plus rien à manger, que d'autres mouraient de froid parce qu'ils n'avaient plus de quoi se vêtir, alors que les entrepôts regorgeaient de vêtements. Il y avait des maisons et des appartements vides alors que des gens dormaient dans la rue ou dans le métro. C'est cette ironie qui rendait la crise insupportable. Tout le système économique avait explosé entre 1929 et 1932. Et quand vous vous trouvez devant une explosion aussi gigantesque, il est très difficile de recoller les morceaux et de faire comme s'il ne s'était rien passé. Les usines ne fonctionnaient qu'à 10% de leur capacité et le chômage allait bientôt toucher 25% de leurs effectifs. Le pays était en effervescence. Il y avait de l'agitation, des grèves, des occupations d'usines, des manifestations. Le Parti communiste menait un combat en faveur des droits des travailleurs, témoins de la pauvreté et des conditions de vie. De nombreuses personnes considéraient que c'était l'unique organisation qui tentait de faire quelque chose pendant la dépression.
Toutes les révoltes sociales des années 30, qu'il s'agisse des mouvements contre les monopoles ou des partis défendant les fermiers, étaient fortement soutenues par des militants progressistes. Le mouvement ouvrier n'aurait jamais existé sans le rôle vital joué par les partis communistes et socialistes. Alors à partir de là, un cycle s'enclenche, c'est un cycle de répression. Et en fait, la violence va apparaître, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des morts, il va y avoir tout ça. Mais il n'y a pas du tout de vraie révolte. Et il va donner lieu à des images chocs, à des révoltes sporadiques. À Dearborn, là où Ford a licencié les 3/4 de ses salariés, il y a eu des émeutes où là aussi, la police tire sur les manifestants. Aux usines Ford, où le nombre d'ouvriers est passé de 130 000 à 37 000, ceux qui ont eu la chance de conserver leur emploi voient leur salaire mensuel chuter de 50 à 16 $. Et lorsqu'ils se mettent en grève, la police ouvre le feu sur eux. 5 ouvriers sont tués et des dizaines blessés. Herbert Hoover a fait plusieurs choses vraiment choquantes. Mais celle qui a été la plus effarante a été sa décision d'envoyer les soldats à l'assaut de ce qu'on appelait la Bonus Army. C'étaient des vétérans de la Première Guerre mondiale venus à Washington pour essayer de recevoir un peu plus tôt que prévu les primes qu'on leur avait promises lorsqu'ils étaient revenus de la guerre en Europe en 1918. 12, peut-être 14 000 anciens combattants sont venus de tout le pays. Ils marchaient le long des voies ferrées, montaient dans des trains sans payer. Tous les moyens étaient bons pour se rendre à Washington. Ils ont présenté une pétition au Congrès, mais elle a été rejetée. Ils ont alors installé leur campement sur les pelouses. C'est devenu une sorte de Hooverville pour anciens combattants. La plupart sont retournés chez eux. Ceux qui n'avaient aucune raison de rentrer chez eux sont restés. Ils ne faisaient de mal à personne. Hoover va se laisser entraîner par 2 militaires, le major Dwight Eisenhower, futur président des États-Unis, et surtout le général Douglas MacArthur. Douglas MacArthur était le genre de personne qui, quand il avait une idée en tête, n'admettait jamais qu'il pouvait avoir tort. Il a décidé que ces gens représentaient une menace pour la République, qu'ils allaient prendre d'assaut le Congrès. Ce n'étaient que des familles, pas des soldats. Ils n'étaient pas armés. Il a soumis cette idée à Hoover et il a finalement réussi à le persuader qu'il représentait un grand danger. Et Hoover a ordonné à ses troupes de leur tirer dessus. Ça a été un vrai désastre. Commandé par le général MacArthur, 4 escadrons de cavalerie, une colonne d'infanterie, baïonnettes au canon, le masque à gaz à la ceinture et 6 tanks vont donner l'assaut et mettre le feu aux baraques du campement. On relèvera 2 morts par balle et un 3e, un bébé de 2 mois, asphyxié par les gaz lacrymogènes. Un autre enfant aura un peu plus de chance. Alors qu'il tentait de revenir vers sa baraque pour récupérer son ours en peluche, un soldat l'en a empêché à coups de baïonnette dans les jambes. Ça a été quelque chose d'horrible. Les Américains ont pensé qu'Herbert Hoover était devenu fou. Cela a anéanti le peu de crédibilité qu'il lui restait. MacArthur, étant ce qu'il était, a dû quitter ce monde en étant persuadé qu'il avait sauvé la République d'une révolution. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que ces généraux qui allaient devenir célèbres lors de la Deuxième Guerre mondiale, Eisenhower, MacArthur, nos 2 héros militaires, s'étaient attaqués aux héros de la Première Guerre mondiale. Et ça a rendu les gens furieux. Ça a été tellement brutal, cette indifférence inhumaine à la détresse de ces Américains. Cet incident a complètement détruit la réputation de Hoover, qui n'était déjà pas grande à cause de sa politique économique. Ça a été catastrophique pour sa cote de popularité. We've turned so many corners now we're dizzy. But still I'm positive we'll soon be busy.
Hoover, avec réticence, a commencé à mettre en place un minimum d'aide. Mais les mesures qu'il a prises n'ont jamais été à la hauteur de l'ampleur de la crise. Elles étaient bien loin d'être suffisantes face à la gravité de la situation. Franklin Roosevelt était gouverneur de New York à cette époque. Il a essayé d'instaurer des programmes d'aide sociale pour alléger toute cette misère, tellement visible dans des grandes villes telles que New York. Roosevelt, bien sûr, était riche, d'un milieu bourgeois, et donc assez éloigné des difficultés que rencontraient les pauvres. Mais sa femme, Eleanor Roosevelt, allait dans les quartiers pauvres, voir les conditions de vie des gens. Elle a vu de ses propres yeux l'effroyable niveau de pauvreté, de détresse. Roosevelt a donc pris connaissance de toute cette misère par l'intermédiaire de sa femme. Tout le monde attendait Eleanor Roosevelt. Elle était à la fois les yeux et les oreilles de son mari. C'était elle qui allait un peu partout pour voir comment vivaient les gens, puisque Roosevelt était dans l'incapacité de se déplacer. Car Roosevelt, qui a été terrassé par la poliomyélite en 1921, est confronté à un problème qui n'a pas de précédent dans l'histoire. Il est infirme, et pourtant il va se présenter à la prochaine élection présidentielle contre Hoover. Il l'a promis aux millions de déshérités qui l'attendent tous comme le Messie. Il existe un poème intitulé « En attendant Roosevelt ». Nous attendons que Roosevelt fasse quelque chose pour nous. Nous attendons depuis si longtemps. Et ce poème se termine par « Où êtes-vous, Monsieur Roosevelt ?» Le 2 juillet 1932, la convention du Parti démocrate choisit Franklin Roosevelt comme candidat à l'élection présidentielle. Il y prononce pour la première fois le mot de New Deal. Pledge myself to a new deal for the American people. Dans ce contexte dramatique, les élections de novembre 1932 ont une signification symbolique. Roosevelt a promis d'enrayer les effets dévastateurs de la crise de 1929 avec des mesures telles que la réforme du système bancaire, l'assurance d'une monnaie saine et des aides économiques et sociales. Mais ce qui va convaincre les électeurs, c'est à son grand désespoir sa promesse un peu hâtive d'abroger l'amendement qui interdit la consommation d'alcool, c'est-à-dire la fin de la prohibition. Franklin Roosevelt l'emporte par 23 millions de voix contre Hoover, qui en obtient seulement 16. C'est un véritable raz-de-marée qui installe pour 20 ans les démocrates au pouvoir. Franklin D. Roosevelt, President of the United States. En ce mois de novembre 1932, où les États-Unis viennent d'élire Roosevelt, l'Allemagne, elle aussi, est au carrefour de son destin. La crise économique a précipité de nombreux Allemands inquiets, désespérés, dans les bras de Hitler. Les capitaux rapatriés aux États-Unis lui ont apporté un succès foudroyant. Ils ne vont tout de même pas installer un peintre en bâtiment dans le fauteuil de Bismarck, s'était interrogé Roosevelt. J'ai encore souvenir très précis d'un certain nombre de champs hitlériens et des drapeaux à croix gammée vraiment partout. Tout d'un coup, on se retrouve devant les hitlériens qui siègent d'ailleurs au Reichstag en uniforme, qui dans la rue commencent à battre les gens et la terreur commence à s'installer dès l'automne 1932. L'anxiété, la peur et la recherche de boucs émissaires qui accompagnent toujours ce type de désespoir économique, déjà fréquent en Allemagne depuis des années, étaient maintenant de retour. On cherchait les responsables de l'effondrement, les communistes, les juifs. Mon père est donc directeur d'une clinique pédiatrique, professeur d'université, franc-maçon, électeur, père de famille et juif. Et Hitler l'a réduit à l'état de juif. Il a été chassé de l'université et j'ai été battu en classe comme petit juif, cela dans la cour de l'école. Ça n'a pas laissé de traces, mais c'était très sensible. Les Allemands se sont convaincus que seule la pureté de la race pouvait être une solution à leur problème. Dans l'idée d'Hitler, les Juifs étaient le poison à abattre. Il faut un bouc émissaire, il faut tuer l'autre. On peut voir comment
Une théorie du bouc émissaire, tout simplement, peut se mettre en place. Ce sont les Juifs qui étaient responsables parce qu'ils incarnent le capitalisme mondial et que donc forcément ils étaient aux côtés de l'Amérique. Hitler faisait moins de 2% des voix en 1929, donc il faudrait une extraordinaire concomitance d'événements pour qu'il passe de 2% à 33% entre 1929 et 1933. On dit souvent que les chômeurs ont amené Hitler au pouvoir, c'est absolument pas vrai. Quand on regarde leur vote, et même celui des ouvriers, c'est plutôt les classes moyennes qui ruinaient, déboussolées, et qui ont voté pour Hitler. Il est évident que l'effondrement total de l'économie est fortement responsable de la montée de Hitler. Mais il y avait des mouvements identiques dans un endroit aussi calme que les États-Unis. On voit apparaître des groupes fascistes contre les Juifs, et en particulier contre les hommes d'affaires juifs de Wall Street, les accusant d'être responsables de la dépression, de n'être que des usuriers qui pillaient l'économie américaine. C'était une vieille habitude de la vie politique, longtemps enfouie, qui refaisait surface dans les années 30. Il y avait énormément d'antisémitisme à cette époque, même dans l'entourage de Roosevelt, où de nombreux Juifs travaillaient. Nous n'avons jamais eu un passé irréprochable. Il y a eu des Américains célèbres qui n'ont jamais caché leur antisémitisme. Henry Ford, qui était une icône américaine, un des héros des États-Unis, était également le héros de Hitler. Hitler avait accroché une photo de Ford au siège de son parti à Berlin, parce que dans les années 20, Ford avait écrit une série d'articles, puis un livre, devenu un best-seller, intitulé « L'Internationale juive », qui racontait comment les hommes d'affaires juifs conspiraient pour détruire les fondements de la société américaine. Comment ils propageaient une culture décadente en produisant des films pornographiques et en publiant des romans où s'étalait le sexe. Comment ils étaient derrière les trafiquants d'alcool et responsables de toutes sortes de scandales. Ford dénonçait cette conspiration qui n'avait pour but que de s'attaquer à l'Amérique de ceux qui aimaient leur travail, qui se contentaient de peu et produisaient. Ford était devenu très populaire. Il aurait pu se présenter aux élections présidentielles dans les années 20 et être élu. De nombreux mouvements se créaient un peu partout. Des gens autrefois sensés adhéraient à des idées qu'on croyait disparues. La crise va accentuer la montée des populismes et des extrémismes. Un peu partout, on assiste à des poussées d'antisémitisme, de xénophobie, de racisme. Le Ku Klux Klan compte désormais 4 millions de membres, principalement dans le sud des États-Unis. Leur constitution précise « Notre devoir est de maintenir à jamais la suprématie de la race blanche et prône la haine des étrangers, des Juifs et plus encore des Noirs qu'ils pourchassent la nuit tombée pour les lyncher. » Les gens ont tendance à oublier la situation politique dangereuse dans laquelle se trouvait le monde. Aux États-Unis, la démocratie était menacée par les graves conditions économiques. Les années 30 fourmillent de signes montrant une forte poussée à droite, directement inspirée par les fascistes ou les nazis. Ce défilé de nazis n'a pas lieu en Allemagne, mais à Central Park, à New York. 20 000 personnes, dont quelques 8 000 SA, membres des troupes d'assaut en uniforme, et des milliers d'adolescents américains, venus des camps de jeunesse organisés sur le modèle des camps des jeunesses hitlériennes, se dirigent vers le Madison Square Garden pour proclamer les droits des Blancs chrétiens, les vrais patriotes. Au cours du meeting, la foule qui conspue le nom de Roosevelt fait le salut nazi en criant « Heil Hitler ». Et ils ont commencé à descendre dans la rue et à frapper tous ceux qu'ils jugeaient suspects, les Juifs, les immigrés.
Pour la première fois depuis très longtemps, il y a eu une réelle possibilité de voir une dictature renverser la démocratie. Je crois que c'était une menace bien réelle. Le 15 février 1933, 2 semaines après l'accession de Hitler au pouvoir, Roosevelt échappe de justesse à un attentat alors qu'il prononce un discours à Miami. C'est le maire de Chicago qui reçoit les 2 balles à sa place. Il meurt en remerciant le ciel d'avoir épargné Roosevelt. Roosevelt, qui n'assiste pas aux obsèques, rentre à Washington, où il fait multiplier par 20 le nombre de ses gardes du corps et ne voyage plus qu'en voiture couverte. Il sait qu'il a de nombreux ennemis, qu'il est perçu comme un rouge par les milieux d'affaires, la Cour suprême, le Congrès. Dans la voiture qui conduit les 2 présidents vers le Capitole, Hoover n'adresse pratiquement pas la parole à Roosevelt. Il sait que le nouveau président ne va pas le ménager dans son discours d'investiture, et il ne sera pas déçu. Seul un fou peut nier les sombres réalités de l'heure. Ceux qui nous gouvernaient ont échoué parce qu'ils ne connaissaient que les lois du profit. 500 000 Américains lui ont écrit avant son entrée à la Maison-Blanche pour le saluer et l'encourager. Roosevelt va prendre ses fonctions. Il fait un effort surhumain pour donner à la foule l'impression qu'il marche, alors qu'il est littéralement porté par son fils et un garde du corps. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Le jour de son entrée à la Maison-Blanche, le système bancaire était totalement paralysé. C'était réellement la situation. Les banques faisaient n'importe quoi. Il fallait faire quelque chose pour que les gens aient à nouveau confiance. Les banques étaient dans un tel désarroi que Roosevelt a cru pouvoir débloquer le système en fermant toutes les banques. Il n'a pas annoncé d'un ton dramatique qu'il allait fermer les banques pour régler le problème. Il a présenté les choses de manière beaucoup plus légère et a dit « Tout le monde est inquiet. Nous allons fermer les banques et celles qui sont saines seront autorisées à rouvrir. » I can assure you that it is safer for you to keep your money in a reopened bank than to keep it under the mattress. Lorsque les banques ont à nouveau ouvert leurs portes, la crise financière était terminée. C'était un plan très astucieux. Il fixait le prix de toute une série d'éléments de manière totalement autoritaire. Il choisissait la variation du cours du dollar tous les matins au petit déjeuner avec 2 conseillers qui disaient « Bon, écoutez, on laisse monter, on laisse filer, on laisse pas filer. » Et un matin, il a dit à Henry Morgenthau, qui allait devenir son ministre des Finances, « Augmentons-le de 21 cents. » Morgenthau lui a demandé pourquoi, et Roosevelt lui a répondu « Parce que 3 fois 7 font 21, et que le 3 est un chiffre qui porte bonheur. » Ce choix arbitraire a bien entendu surpris à la bourse. Comme l'a écrit plus tard Morgenthau dans ses mémoires, si quelqu'un avait su comment était décidé le prix de l'or, il aurait été effaré. Mais contrairement à Hoover, Roosevelt aimait expérimenter. Il était toujours prêt à écouter des avis différents, même s'il les désapprouvait. Il reconnaissait que la crise était grave et qu'il fallait faire quelque chose. Si ça ne marchait pas, il fallait essayer autre chose, ne pas rester les bras croisés. Roosevelt crée les bases d'un monde nouveau. Mais en même temps, la dimension mythologique, c'est qu'il n'y avait pas de plan concerté, c'était un tâtonnement généralisé. Les gens n'avaient rien à quoi se raccrocher en ces temps difficiles, aucun moyen d'acheter quoi que ce soit. Franklin Roosevelt a reconnu que cette crise de sous-consommation pourrait s'avérer fatale. Pour lutter contre la crise, il faut qu'on embauche des chômeurs à creuser des trous le matin, qu'ils reboucheront le soir. Peu importe l'utilité sociale de cette embauche, ce qui compte, c'est de restaurer la capacité à consommer des agents
qui sinon peuvent tout simplement dégringoler toute la pente de la crise. Roosevelt a très bien su se saisir d'une certaine mythologie des États-Unis, et c'est ça son mérite. Ceux qui sont valides, on leur donne une pelle, on leur demande de faire des routes, et le talent de Roosevelt, ça a été de trouver des slogans, mais aussi un choix politique. C'est l'homme de la rue, le common man, qui devient véritablement le noyau de la coalition de Roosevelt, et c'était pas du tout la coalition de Hoover. Hoover était, lui, le représentant du monde des affaires. Après s'être occupé des banques, Roosevelt décide d'assainir la bourse de Wall Street, puisqu'il l'avait promis dans son programme du New Deal. Le New Deal a été un vrai New Deal. On a surtout obtenu de nouvelles réglementations pour mettre fin aux combines de voyous sans scrupules qui avaient provoqué la crise boursière. Pour diriger la commission de contrôle des marchés boursiers américains, Roosevelt choisit Joseph Kennedy, le père du futur président des États-Unis. Roosevelt avait souhaité en faire son secrétaire d'État au Trésor, mais le Congrès avait refusé sa nomination car Kennedy était sur le point d'être inculpé par une commission d'enquête du Sénat pour spéculation boursière, malversation et surtout pour son rôle dans l'effondrement de la bourse de Wall Street en 1929. Il avait financé la campagne électorale de Roosevelt et le président a surpris et choqué le pays en lui confiant la présidence de la commission de contrôle des opérations boursières. Qui était plus qualifié que lui pour contrôler le marché? Joseph Kennedy n'avait pas seulement fait fortune en spéculant dans les années 20, mais aussi parce qu'il avait été l'un des rares à s'être retiré de la bourse à temps, parce qu'il savait ce qui allait se produire. Quand le marché s'est effondré, il est revenu et a acheté des milliers d'actions et de sociétés et a attendu que la bourse remonte. Il savait que ça finirait par reprendre de la valeur. Kennedy était étroitement lié aux trafiquants d'alcool dans les années 20. Il était célèbre pour être devenu immensément riche, mais très peu apprécié par l'Américain moyen, qui trouvait malhonnête la façon dont il avait fait fortune en spéculant sur le malheur des autres. Mais Roosevelt savait qu'il était plutôt intelligent, malin et sans scrupules. Après tout, il allait devoir négocier avec des banquiers et des avocats. Et ils ont confié le poulailler au renard. Mais le président, très critiqué, a dit qu'il avait ses raisons. Il a même précisé « Monsieur Kennedy connaît toutes les combines ». Il connaissait Wall Street, il connaissait la règle du jeu, toutes les magouilles. Il savait à quel endroit le cadavre avait été enterré. Kennedy, bien qu'à la tête de la commission, était considéré comme un escroc, un arnaqueur. Mais ce n'est pas incompatible avec ce que représente la commission de contrôle des bourses. C'est un organisme qui autorise, institutionnalise et exonère la fraude plutôt qu'il ne la combat. Cela paraissait donc tout à fait approprié que Kennedy en prenne la direction. Roosevelt surprend parfois par sa naïveté, son manque de tact. À un groupe de jeunes travailleurs qui se sont portés volontaires pour avoir enfin de quoi manger, il déclare « I wish that I could take a couple of months off from the White House and come down here and live with them, because I know I'd get full of health the way they have. The only difference is that they've put on an average of about 12 pounds apiece since they got here, and I'm trying to take off 12 pounds. » Roosevelt était doué pour rassurer les gens. Il savait les convaincre que le gouvernement se souciait d'eux et qu'il allait trouver une solution à leurs problèmes. Précédé d'un grand show à l'américaine, Roosevelt lance son programme pour lutter contre les effets de la Grande Dépression et redynamiser une économie américaine meurtrie depuis le krach de 1929. 5 milliards de dollars y sont affectés afin de lutter contre le chômage. Plus de 3 millions d'Américains y seront employés et 8 millions 2 ans plus tard. Roosevelt fait voter 15 lois de la plus grande importance. Il établit un système de protection sociale, de retraite, d'assurance chômage. Il interdit le travail des enfants, la discrimination à l'embauche des Noirs et des femmes et institue un salaire minimum. Au milieu des années 30, le New Deal a mis en chantier toute une série de programmes de travaux publics. Personne n'avait jamais rien fait de tel. Les gens ont compris que les grands projets de travaux publics étaient plus qu'utiles. C'était une part essentielle du New Deal, et ça a été très important sur le plan psychologique. Le New Deal a transformé l'Amérique. On a construit d'innombrables routes, des ponts, des barrages, des écoles.
Les routes et les ponts qu'on utilise aujourd'hui à New York ont été construits avec l'argent du New Deal. Cela a considérablement changé l'Amérique et a permis d'avancer vers la période d'expansion économique qu'on allait connaître après la Seconde Guerre mondiale. L'État a utilisé ces fonds pour construire des autoroutes, des écoles, des hôpitaux, pour investir dans la recherche. L'Amérique devenait un État-providence. C'était quelque chose de nouveau. Mais les dirigeants essayaient de gérer à la fois l'industrie, la construction, la protection sociale, les mesures d'aide sociale, et le tout en même temps. Il n'y avait pas de système d'aide sociale. Les États-Unis ont été le dernier pays industrialisé du monde occidental à introduire des protections sociales, telles qu'une assurance chômage ou une pension pour la retraite, etc. Il a fait des choses qui ont eu un avenir extraordinaire. Il a créé la sécurité sociale. En 1935, il a posé les bases de la sécurité sociale aux États-Unis. La sécurité sociale ne s'appliquait pas aux travailleurs les plus pauvres, c'est-à-dire aux travailleurs noirs. Ça ne concernait pas les domestiques, ni les femmes de ménage, les serveurs, les porteurs. Tous ces métiers étaient faits par des Noirs. Ils passaient toujours en dernier. Par contre, ils étaient les premiers à perdre leur emploi quand ils en avaient un. Contrairement aux Blancs, ils ne bénéficiaient pas des mesures du New Deal. Les Afro-Américains rencontraient les mêmes difficultés que les autres Américains, voire même pire, car ils partaient d'encore plus bas de l'échelle. Avec l'arrivée de la dépression, c'est devenu extrêmement difficile pour eux. Les anciens syndicats n'avaient aucun membre noir, puisqu'ils s'occupaient uniquement des employés qualifiés, ce qui n'était pas le cas des Noirs. Ils n'étaient pas admis dans les syndicats. Une des raisons de la disparité entre les salaires et les revenus dans les années 20, c'était la faiblesse des syndicats. Il n'y avait aucun moyen de lutter pour obtenir de meilleurs salaires. Faire grève était toujours interdit aux États-Unis. Jusque-là, les syndicats étaient hors la loi. Tout a changé dans les années 30. De nombreux soulèvements sociaux ont fait basculer l'échiquier politique américain à gauche et ont eu une influence énorme sur Roosevelt. Soutenu par l'opinion publique, Roosevelt crée le droit à la représentation syndicale pour tous les travailleurs américains. C'est une véritable révolution. Mais sa mise en place se heurte à la réticence des milieux d'affaires et des dirigeants des entreprises. Des grèves avec occupation d'usines éclatent dans de nombreuses entreprises pour protester contre le refus des patrons de reconnaître les syndicats. Mais devant la paralysie de l'activité, ils finiront par céder. Le mouvement ouvrier a explosé. Des millions de travailleurs américains se sont syndiqués pour la première fois au cœur de l'industrie américaine. Et c'est ce qui a déclenché toute une vague de grèves et mis Roosevelt dans une situation très délicate. Je ne pense pas qu'il ait regretté de l'avoir fait, mais la situation devenait explosive. Il y avait une grève générale à San Francisco. Toute la ville était bouclée. À Minneapolis aussi, la grève paralysait la ville. Dans le sud, des centaines de milliers d'ouvriers qui travaillaient dans des usines de textiles se sont mis en grève. Le pays était en ébullition, en plein désarroi. Roosevelt en était conscient. Le gouvernement du New Deal intervient aux côtés des patrons, même lorsque ces derniers désobéissent aux lois nouvelles. Les usines d'acier de Chicago refusent de reconnaître les syndicats. Devant le caractère quasi insurrectionnel des grèves, la police, aidée par la milice patronale, tue 10 ouvriers et en blesse près de 100. Roosevelt, qui ne condamne pas le massacre, y envoie la garde nationale.
Les politiciens du pays, aussi bien républicains que démocrates, ont pris peur en voyant ces mouvements de révolte s'étendre. Alors que le tiers des travailleurs étaient au chômage, il y avait un peu partout des grèves et des émeutes. Le patronat qui était opposé à Roosevelt était terriblement inquiet et se demandait si le système capitaliste allait pouvoir survivre. Le monde des affaires et de la finance a commencé à s'attaquer à Roosevelt, l'insultant et le traitant de tous les noms. Il était tour à tour l'handicapé, le juif, le communiste, l'homosexuel. Ils ne lui ont épargné aucun surnom. Ils étaient furieux de voir qu'il avait rompu avec le milieu d'où il venait et le considéraient comme un traître. Roosevelt leur répondait, sans doute avec ironie, « Pourquoi me détestez-vous autant? J'essaie de sauver le capitalisme. » who fear progress will try to give you new and strange names for what we are doing. Sometimes they will call it fascism, and sometimes communism, and sometimes regimentation, and sometimes socialism. But in so doing, they are trying to make very complex and theoretical something that is really very simple. Roosevelt a pris quelques bonnes mesures. Certaines étaient utiles et d'autres complètement absurdes. Le seul secteur qui n'a connu aucune amélioration est celui de l'agriculture. Pour que les fermiers puissent survivre, Roosevelt obtient d'eux qu'ils diminuent leur production pour faire remonter les cours agricoles, en échange d'indemnités compensatoires. Mais cette politique est contestée par plusieurs économistes qui considèrent que le gouvernement effectue une destruction de richesses impossible à justifier et au détriment de la morale la plus élémentaire. La presse commence à critiquer Roosevelt, lui reproche son absence d'idéologie, de prendre des décisions contradictoires. Roosevelt est un caméléon sur une couverture écossaise, écrit le New York Times. Les fermiers étaient désespérés par la chute des prix de la production agricole. Ils ont demandé à Roosevelt qu'on leur verse des subventions pour qu'en échange, ils abattent leurs troupeaux et brûlent leurs récoltes, afin de faire remonter les prix. Ce qui était complètement fou, puisqu'au même moment, des gens mouraient de faim. Comment peut-on détruire d'excellents produits alimentaires sous prétexte qu'il y avait des surplus? C'est effrayant, une sorte de suicide. Les gens souffraient de la pauvreté et il y avait des régions où la famine continuait à s'étendre. Il y avait des gardes à la frontière de la Californie pour empêcher les gens d'entrer. L'armée devait bloquer les nouveaux arrivants parce qu'ils auraient été un fardeau pour l'État. On pouvait littéralement voir les stigmates de la dépression sur le visage des gens, comme l'ont montré les photographies de Walker Evans ou d'autres. On pouvait y lire l'angoisse. C'était une sorte de cancer qui dévorait le cœur du peuple américain. Et une des photographies les plus célèbres de cette époque montre une mère émigrée près d'une ferme, en Californie. Elle était venue de l'autre bout du pays avec ses enfants pour chercher du travail. Nous avons tous grandi avec la photo de cette femme affamée, anéantie, et de ses enfants qui nous avaient bouleversés. On ne peut plus voir cette photo de la même façon lorsque l'on sait que c'était une commande du gouvernement. L'homme qui a mis en place ce programme a écrit dans ses mémoires « Notre travail consistait à donner une image dramatique de la dépression si nous voulions conserver notre emploi. La pauvreté était sûrement réelle, mais la propagande l'était également. » Et ces photos de ces fermiers ruinés, il faut les regarder très attentivement. Ce sont des photos très construites, d'un dénuement extrêmement bien organisé. C'est la construction d'un tragique.
mais qui ne livre pas du tout la totalité de ce qui s'est passé. Et ces fermiers ruinés, ils étaient ruinés souvent bien avant la crise, et donc c'est pas la crise qui les a ruinés, c'était des catastrophes bien antérieures. Ces photos sont des fabrications de mythes, et il faut les prendre comme telles. Il y a toute une famille, et puis il y a un lit avec des barreaux, et puis un petit enfant qui est tout nu par devant. Il y a un mélange de crasse et de dignité qui, je crois, évoque un mythe, mais qui n'est pas du tout de l'ordre du témoignage brut. C'est un témoignage extraordinairement élaboré pour construire ce mythe, mais qui ne répond pas du tout à l'ensemble des manifestations de l'époque. Les ennemis du New Deal considèrent ces photos comme de la propagande. Et c'est vrai que c'en était. Mais une nouvelle culture était en train de naître, une culture de solidarité populaire. C'était complètement nouveau pour l'Amérique. C'était de la propagande, mais bien plus que de la propagande. C'est un nouveau mode de vie qui est né dans les années 30. Le New Deal a aidé de nombreuses personnes. Il a fourni du travail à des millions de gens. 6 millions de personnes ont retrouvé un emploi. Des centaines de milliers de jeunes ont recommencé à travailler. Était-il parfait? Non. Certains des programmes étaient mauvais? Oui, sans l'ombre d'un doute. Personne n'a dit le contraire. Le New Deal a été à la fois un succès et un échec dans ses tentatives pour sortir le pays de la Grande Dépression. L'économie a fini par s'améliorer. Elle n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise, mais le chômage a baissé et les usines ont repris le travail. Grâce au New Deal, les Américains pouvaient récupérer leurs maisons, être en mesure de rembourser leurs hypothèques. L'économie a connu une forte hausse, une expansion fulgurante. En 1937, le revenu national a retrouvé le même niveau qu'en 1929, malgré une chute sévère au cours des 4 premières années. Donc il y a eu une amélioration. Ce qui va se passer en 1937 est fascinant. Roosevelt a suivi les conseils d'un nouveau groupe d'économistes qui lui ont conseillé de réduire les subventions du gouvernement. Et Roosevelt a commencé à réduire les budgets du New Deal, couper les subventions. Et évidemment, l'économie a recommencé à chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Un retour à la récession et au chômage. Et il y a eu une nouvelle dépression de 1936 à 1937. Il est donc faux de dire que le New Deal a mis fin à la Grande Dépression. Il l'a non seulement aggravée, mais l'a en plus prolongée. Ce qui a mis fin à la dépression, et c'est quelque chose de déprimant à admettre, c'est le développement rapide du budget consacré à l'armement, à cause de la menace grandissante d'une guerre en Europe. En lançant un programme de fabrication de matériel de guerre, vous avez d'un seul coup plus d'emplois que de postulants. On est passé d'un fort taux de chômage et d'une sous-exploitation au plein emploi, en une seule nuit. Tout d'un coup, du jour au lendemain, l'Amérique décide que les usines Ford, etc., vont fabriquer des tanks et des jeeps. Il n'y a plus une seule voiture qui sort. Donc l'effort de guerre, c'est un effort de production, mais du point de vue du taux de chômage, etc., oui, il n'y a pas de doute que ça a joué son rôle. En plus de la production d'armement à grande échelle, il fallait aussi fabriquer tout ce dont les soldats avaient besoin. Des camions, des vêtements, et c'est ça qui a remis l'Amérique au travail. L'économie a été dopée par l'industrie militaire. C'était en réalité une façon artificielle de maintenir l'économie à flot pour qu'elle continue à fonctionner. Tous les efforts de Roosevelt n'ont même pas réussi à rendre à l'économie son niveau d'avant le jeudi noir. C'est la guerre en Europe qui va apporter un coup de fouet à l'industrie américaine. La grande crise est terminée. 7 ans d'efforts désespérés ont fait moins pour guérir l'économie malade de la dépression que quelques mois de réarmement. Certaines personnes en ont tiré les mauvaises conclusions et ont affirmé que les dépenses militaires étaient indispensables pour sortir de la crise. Cela n'a aucun sens. Aucun sens. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself.
Les dépenses du gouvernement pour fabriquer des bombes étaient indispensables pour nous protéger contre le fascisme. En mars 1938, les armées allemandes occupent l'Autriche sans tirer un seul coup de feu. La Deuxième Guerre mondiale vient de commencer. Et c'est essentiellement la Seconde Guerre mondiale qui a mis fin au chômage aux États-Unis. C'est tout à fait vrai. Il a fallu attendre 1940 pour voir disparaître le chômage. Est-ce que la guerre nous a sortis de la dépression? Ça me gêne de l'admettre, mais en effet, elle y a certainement contribué. Toutes ces mesures de relance, à l'échelle de la Seconde Guerre mondiale, ouvraient une période de prospérité qui allait durer jusqu'à la génération suivante, bien après la guerre. Et en 1944 et 1945, la question qui terrorisait les Américains était « Lorsque la guerre sera terminée, est-ce que la Grande Dépression reviendra ?» 2 million bushels of North African grain, resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks, written in indelible inks, outer ace Atlantics, winter hurricanes, our benefactors, 3 trusts they compete for honor, glory, power, and of course, profits where all happiness is contained. Nous avons appris certaines choses de la crise de 1929. Suffisamment appris, ça c'est une autre question. C'est étonnant de voir avec quelle facilité on peut oublier ces leçons quand les temps changent. Et surtout s'il y a de l'argent à gagner en les oubliant. Nous avions toute la connaissance nécessaire pour éviter la crise actuelle, mais on ne s'en est pas servi. Nous ne savions plus comment procéder après la crise de 1929. Ou peut-être que ceux qui nous gouvernent n'ont pas eu envie d'être plus audacieux. Et c'est le côté troublant de l'expérience Obama. Qu'est-ce que c'est Obama? C'est Roosevelt 2 ans plus tôt. Alors on pourrait dire c'est formidable. Voilà quelqu'un qui va relancer, faire beaucoup plus vite que Roosevelt ce que Roosevelt avait à peu près fait. Oui, mais qui il a pris dans son équipe? Ben, il a pris des gens. Alors, il y a le côté novateur, c'est le côté écologique, le côté... Alors là, il a mis même carrément un prix Nobel comme ministre, et ça, c'est fabuleux. On voit très bien une ouverture très grande là. Et puis, du côté économique, pour n'inquiéter personne, il a mis les responsables qui étaient pris la main dans le sac avant. Et pour la même raison, il n'a pas eu le culot de nationaliser les banques américaines. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup à dire sur les plans de sauvetage qui finiront, par produire leurs effets, parce qu'on sait qu'on reviendra sur l'ouvrage jusqu'à ce que ça marche. Mais on a perdu quand même beaucoup de temps. Cette crise, elle a commencé au cours de l'été 2007, on est en 2009, elle n'est toujours pas réglée. Et exactement comme nos génies des années 20, ils se sont complètement trompés. Ils disaient qu'il n'y aurait jamais plus de krach ni de dépression. Et c'était faux, bien sûr. Ils avaient tous les outils nécessaires, mais ils ne s'en sont pas servis. Une des tragédies a été cette idéologie désastreuse qui a laissé les hommes d'affaires et les industriels libres de faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont amassé des fortunes en prétendant agir pour le bien de la nation. La prospérité des riches a énormément augmenté. Et le fossé entre les riches, 1% de la population, et les pauvres, s'est creusé, est devenu immense, exactement comme dans les années 30. Je crois que nous avons besoin d'un nouveau New Deal. L'ancien New Deal a été utile à un moment précis pour lutter contre la Grande Dépression. Mais le monde a énormément changé en 75 ans. Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus riches que nous l'étions à l'époque. Mais cette richesse n'a pas été répartie équitablement. Le niveau de cupidité n'a jamais cessé d'augmenter dans l'indifférence générale. Et cette cupidité a joué un rôle majeur dans la spéculation financière et nous a conduit à ce désastre. Nous avons laissé les banques exploiter les plus pauvres d'entre nous. Des millions d'Américains ont perdu leur maison et toutes leurs économies. Ils sont devenus des proies, victimes de véritables prédateurs, tout le monde le savait.
C'est un système injuste. Les pauvres n'ont personne pour les défendre. Nous vivons dans un monde qui dispose de tellement de ressources, et pourtant, 1 milliard de personnes tentent de survivre avec moins de $1 par jour. Et 40% vivent sans doute avec moins de $2. Je continue à croire que nous parviendrons à réformer les institutions économiques et du rôle essentiel que cela pourrait jouer. Je ne sais pas si je suis réaliste ou optimiste quand je dis ce genre de choses. Je suis réaliste quand je dis que tout cela doit changer, mais je ne suis pas sûr de l'être encore quand je crois que cela se fera un jour. Bushels of North African grain, resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks written in indelible inks outer race Atlantics, winter hurricanes. At last the coffee arrives, also the wheat. Needless to say, the deal was a success. Who can deny that all of us have gained? Our benefactors, three trusts, they compete for honor, glory, power, and of course, profits where all happiness is contained.